le chat qui s'expose aussi au musée Mayol à Paris. Philippe Geluck est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour Philippe et bienvenue. Merci. Venez vous installer. Et merci d'être avec nous. Je vous présente toute la bande, je vous présente le public aussi. Et on commence avec une question rituelle après avoir présenté donc l'origine du chat. Merci papa, point d'exclamation. Vous vous êtes remercié vous-même? Non, c'est lui qui parle. Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais nous, c'est nous. Mais nous, c'est nous. Et dans cet album, je suis arrivé à raconter que le chat qui est né en 1983, etc., je l'ai raconté souvent, en fait, avait vécu une enfance à mes dépens, sans moi. Il avait des parents. Sa mère était siamoise, elle était très attachée à sa sœur. Et un jour, il a compris qu'il pouvait faire rire. Il est devenu adolescent. Il se plantait à toutes ces blagues et puis il s'est mis à chercher un dessinateur parce qu'il s'est dit « je voudrais devenir héros de bande dessinée ». Et donc il va mettre des petites annonces, il va aller voir des dessinateurs qui vont tous lui dire « on n'a pas que ça à foutre ». Et finalement, nous allons nous rencontrer, mais je ne peux pas en raconter Après plus. Après toutes ces années, il est devenu un super-héros. Mais on va démarrer avec la première question rituelle. Qu'est-ce que l'art vous apporte dans la vie ? Tout. Je développe un peu. Bien sûr. Je suis né dans une famille amoureuse des arts. Notre mère nous emmenait chaque semaine dans les musées et notre père qui achetait des revues, des livres, qui était amoureux des dictionnaires. Chaque fois qu'on citait le nom d'un peintre, allait chercher un livre pour nous montrer les images. Il nous a initiés au plus grand, de Rembrandt à Soulages. Je sais depuis que j'ai 7 ans qui est Soulages. Qui est Soulages. Et vous êtes devenu pote d'ailleurs. Je ne sais pas si on peut dire pote avec un aussi grand, un monument de l'art contemporain qui était Pierre Soulages. Oui, qui m'impressionne au plus haut point. Un jour, en sortant de son atelier, il me met la main sur l'épaule et il me dit « on devrait se dire tu, on fait le même métier ». Ah, Sérieusement ? C'était bon, alors c'est devenu Pierre, Pierrot et Philou. Non, il m'appelait pas Philou, il m'appelait Philippe. Un jour... Et vous avez exposé dans son musée à Rodez, ce qui est quand même exceptionnel. Ce qui est, pour l'instant, une expérience unique parce qu'il n'y a pas d'autre artiste vivant qui a eu l'honneur d'accrocher toiles et tableaux dans l'espace permanent Soulages. C'est hallucinant. Un jour, on était dans son atelier aussi et je lui dis « Pierre, tu sais comme ton travail m'impressionne, ce qui est la vérité. » J'étais pétri d'admiration. Je lui ai dit « Mais tu dois admettre une chose cependant, c'est que mes tableaux sont plus drôles que les tiens. » Qu'est-ce qu'il a répondu ? Il a admis, il a ri et il a dit « Je le reconnais. » Volontiers. Alors vous avez cité 2 noms, Rembrandt et Soulages. Vous avez une relation quasiment amoureuse avec Rembrandt. Ça dépasse la culture, la compréhension. On est dans le ressenti. En visitant des musées à Amsterdam, je me trouve un jour dans une salle qui expose des peintres de l'époque de Rembrandt. Des types qui savaient peindre, hein. Et puis, oui, je trouve ça pas mal. Et tout à coup, il y a une espèce de courant, de coup de foudre avec une image. Comme en amour. Je m'approche, et c'était Rembrandt, et pas un des autres. Mais dans la relation amoureuse que vous avez avec Rembrandt, ce tableau, c'était lequel ? Tous les Rembrandt me fascinent. Ces autoportraits de jeunesse avec ce contre-jour dans les cheveux et ces autoportraits qu'il fera tout au long de sa vie parce qu'il va vieillir et il ne se ménage pas dans les portraits qu'il fait de lui-même. C'est un peintre qui est pour moi inhumain tant il touche à la grâce et à la perfection. Et on va voir d'ailleurs que vous êtes un passionné d'art et un très grand connaisseur de l'histoire de l'art également. Le chat aussi, il paraît, mais on va en parler. Nathalie ? Il y a un autre artiste inscrit à votre panthéon personnel et je vous cite qui vous fait vibrer. C'est le peintre américain Jean-Michel Basquiat. Évidemment, figure incontournable de l'underground new-yorkais. Puis je me demandais pourquoi. Pourquoi Basquiat? Qu'est-ce qui vous touche chez lui? Même chose que pour Rembrandt. En fait, je pense souvent, on intellectualise trop le rapport qu'on a à l'art. Et pour moi, il s'agit d'une émotion qui passe. C'est une émotion qui peut vous donner la chair de poule, qui peut vous donner les larmes aux yeux. On peut tous la ressentir ou il faut des codes, il faut connaître, il faut les bases? Et non, justement, moi je suis persuadé que n'importe qui ressent ou peut ressentir quelque chose devant une œuvre. Il y a des œuvres qui ne nous parlent pas, devant lesquelles on passe sans frémir. Et puis d'autres qui nous mettent en colère,
qui nous provoquent une émotion, qui nous donnent la chair de poule, qui nous intriguent, et puis d'autres qui font rire. Il n'y en a pas énormément. Et ça, c'est assez génial parce que justement, avec le chat, vous avez réinterprété quelques-uns, on va dire, des grands tubes de l'histoire de l'art. Ils sont réunis dans l'art et le chat. Vous avez réinterprété Vermeer, Vinci, Van Gogh et le cri de Munch. Mais c'est un cri très particulier qu'on voit à l'écran. C'est le chat qui hurle, mais de rire. Oui, je l'ai appelé le rire de Munch. Et donc, on peut comprendre pourquoi, si on regarde au fond du dessin, il y a le couple qui est toujours là, le couple mystérieux. Oui. Et là, il a vu que le monsieur avait marché dans une merde de chien. Et ça le fait rire, alors que dans le vrai cri de Munch, il y a plutôt de l'angoisse. De la douleur Voilà. et de l'angoisse. Mais on peut rire avec de l'art. Oui, Oui. On ne rit pas contre Non, parce l'art. qu'on a l'impression qu'il y a un esprit de sérieux dès qu'on parle d'art qui s'installe et qui s'impose. Alors, j'essaye dans mon métier de traiter de tous les sujets. Ouais. Si je traite de l'actualité, de l'histoire, de la famille, de n'importe quoi, pourquoi pas de l'art? Et qu'est-ce que ça a changé justement quand vous avez été exposé à Rodez au musée Soulages, d'avoir d'un côté les œuvres de Soulages et puis les vôtres? Qu'est-ce que ça crée, même physiquement, chez les visiteurs et les visiteuses qui passaient d'une œuvre à une autre? Alors, je les voyais rire, comme j'avais dit à Pierre, plus devant mes tableaux que devant les siens. Mais ce qui a été magique, c'est que le musée m'a dit qu'ils avaient eu un afflux de curieux et de visiteurs qui sont venus pour voir le chat Ouais. et qui ont découvert Soulages. Mais là, c'est génial parce qu'on voit d'ailleurs le face-à-face ou la rencontre, le côte-à-côte avec Soulages, avec le chat d'un côté. Oui, oui. Vous pouvez nous le dire ? Mais mais ça, c'est une scène imaginée. Hein, avec mes Évidemment, parents. mais alors... Il me dit, au fond, est-ce que le chat, c'est pas toujours un peu la même chose? Et je lui réponds, je ne sais pas si tu es le mieux placé pour me dire ça. Parce que la critique que l'on lui fait tellement souvent, mais que je trouve infondée parce que son talent est sans limite. À Pierre Soulages. Oui, c'est qu'il répète des choses, qu'il travaille sur une couleur, qu'il travaille sur de la L'infinie peinture. variation sur le noir. Eh oui, c'est absolument fascinant. Et on peut dire effectivement la même chose du chat. Et encore, croyez bien que je ne me compare pas à ces géants. Je suis un petit bonhomme qui se confronte à des immenses artistes. Oui, mais Mais ce qui est fou, c'est que vous êtes un des seuls dessinateurs de bande dessinée. Je pense aussi à Raymond Petitbon aux États-Unis, Ouais. qui a réussi à passer le pont, c'est-à-dire à aller. À faire les incursions. Mais ça, voilà, justement, il aurait pu être très critiqué. Mais comment est-ce que c'est perçu dans le monde de l'art, les incursions du dessinateur du chat ou du chat lui-même dans des espaces aussi sacrés, par exemple, qu'un musée consacré à Pierre Soulages? Eh ben, je pense que ça a été très mal perçu au départ. C'est-à-dire qu'au début, il a perturbé en se disant mais il va quand même pas se prendre pour un artiste. On aime le chat, mais pas se prendre pour un artiste. C'est quelque chose qui a, à mon avis, beaucoup changé. Philippe, c'est le jour où vous êtes mis aussi à faire des sculptures. Et c'est vrai d'ailleurs que c'est une problématique parce que la bande dessinée, c'est très difficile à exposer parce que c'est en 2 dimensions. Et quand on a vu les sculptures de Gueluc, Sur les ça a Champs-Élysées, commencé sur les Champs-Élysées. À Paris. C'était totalement spectaculaire à Paris. c'est le plus bel espace pour exposer. On les voit d'ailleurs à l'écran. Et justement, qu'est-ce que ça vous a apporté, la sculpture, Philippe? Alors moi, ça m'a apporté un plaisir voluptueux de traiter de la matière, puisque je sculpte dans de la terre glaise, Oui. et que je sors de la feuille de papier ou de la toile et du chevalet, et que, encore une fois, je ne me prends pas pour un sculpteur. Je veux dire, je sais où se trouvent les Mais pour un grands artiste, livrets. oui ou non? Mais non, ce n'est pas. En plus, ce n'est pas à moi de le dire. Je pense que le terme artiste est un terme qui peut être attribué à quelqu'un par les autres, mais je me vois très mal dire je suis un artiste. Ça serait un peu dire je suis formidable. Non, les autres peuvent dire de vous que vous êtes formidable. Oui. Et d'ailleurs, je vous trouve formidable. Mais cher moi ami. aussi, je vous trouve Oui. formidable. Mais et c'est je pas à vous considère de le- que vous êtes un artiste. Non, merci. Non, mais peu importe. Peu importe, je sais pas. En fait, je m'en fiche un peu de savoir si je fais de l'art ou pas, ou si c'est important ou pas. Ce qui m'importe, c'est de voir la réaction des gens. Mais alors justement, on parle de rire et de cette transmission d'émotions. Vous, il y a un dessin en particulier qui a changé votre vie, qui a été vraiment un moment de bascule. C'est un dessin de Charles Adams, un Américain, paru en 1940 dans le magazine The New Yorker. Et c'est en découvrant cette œuvre que vous vous êtes dit, mais en fait,
le dessin peut véhiculer cette émotion du rire et toucher les gens. Qu'est-ce que ce dessin raconte pour vous? Il est juste magique parce qu'il est à la fois surréaliste, poétique, absurde. Et je lui ai fait, mais je ne l'ai jamais publié, j'ai fait un hommage. Je viens de le comprendre. Ah Bravo. Merci. Et je me disais, il est beau, mais je ne comprends pas et je viens de comprendre. Voilà. Donc, il y a une Donc je comprends en fait. Merci Lauriane. Et moi aussi, c'est en train de changer ma vie. Ce qui est en train d'arriver à Ali en ce moment. Et j'en ai fait une parodie, mais que je me suis gardé pour moi, que j'ai jamais, mais que je pourrais un jour exposer. À côté du vrai dessin, c'est que j'ai ajouté donc le skieur qui descend, s'est arrêté devant l'arbre pour faire pipi et puis a continué. Et donc ce qui a en plus, c'est un peu de jaune dans la neige avant le tronc d'arbre. Margot? Ça, c'est typiquement ce qui parle aux enfants. Moi, ce que j'ai adoré dans L'Art et le chat, c'est un dessin où le chat griffe une toile blanche. Et là, vous dites, c'est ma femme qui m'a dit, fais plutôt des fontanas au lieu de griffer le fauteuil. Je trouve ça tellement mignon et tellement tendre. Et il faut vraiment que les enfants achètent cette BD parce que pour découvrir l'art, c'est exceptionnel, quoi. Mais j'ai envie de rebondir là-dessus. On recevait Amanda Lear pour nous parler de muse. Et je vous ai souvent entendu parler d'une femme importante dans votre parcours et c'est justement votre épouse. Quel est son rôle dans la vie du chat? Alors, elle est, sans le savoir, l'inspiratrice, la co-inspiratrice du personnage, puisque lorsque nous nous sommes mariés, j'ai envoyé aux amis qui nous avaient fait des cadeaux un petit carton sur lequel, quand il était plié, on voyait une Madame Chat avec un grand sourire et des yeux papillonnants. Et quand on ouvrait le carton, on voyait un Monsieur Chat, enfin, en train de lui offrir ses hommages, si vous voulez. C'était très poétique, très joliment dessiné, pas du tout grivois. Et le Monsieur Chat portait des lunettes rondes, comme j'en portais déjà moi à l'époque. C'était 3 ans avant que le journal Le Soir me demande de proposer un personnage pour un supplément hebdomadaire. Et j'ai repensé à ce chat, je l'ai mis debout, manteau, cravate, pif paf pouf. Donc en fait, le chat, c'était déjà vous à l'époque. C'était vous et ensuite vous l'avez transformé en autre chose. Voilà, j'ai réussi à le faire sortir de moi. Vous avez séparé l'homme du chat. Oui, totalement, parce qu'on n'est pas tout à fait les mêmes. Charlie? Moi, je pense à mes 5 chats que j'ai laissés à la maison. J'espère qu'ils en font tout autant. Oui. Tu peux nous consoler en musique? Oui. C'est dans les Aristochats. C'est dans les Aristochats. Belle référence. Margot, il y a aussi le musée Mayol dont il faut parler. Donc effectivement, ce chat, c'est votre double, votre avatar. On découvre donc dans cette exposition que l'humour et le dessin vous ont aidé, adolescent, vraiment à trouver votre place. Qu'est-ce que le dessinateur a apporté à l'adolescent que vous étiez et comment les deux se sont fondus l'un dans l'autre? Alors effectivement, dans l'exposition, je propose une espèce de parcours à travers toute ma vie avec des dessins d'enfants qui sont des dessins d'enfants et puis des dessins d'adolescents, dans lesquels je me déchaîne dans l'humour noir. Mes maîtres étaient Bosc, Ciné, Sampé, Chaval, etc. J'ai été nourri à ça plutôt qu'à la bande dessinée, style Tintin et Spirou. Et donc j'ai produit des dessins très très noirs, avec des... À la Franquin. Parfois pire. Parfois pire que les idées noires de Franquin. Oui, parce que les idées noires vont venir des années plus tard. À la Soulage. Tout simplement. Et je pense que ça m'a aidé à traverser l'adolescence, à conjurer un acné qui était très malvenu pendant 2 ans, qui m'empêchait d'un petit peu approcher les filles à qui je voulais faire du gringue. Il y a eu 2 ans, entre 14 et 16 ans, où je me suis senti très mal, où j'avais des angoisses de la mort, des angoisses d'un mal-être. Et dessiner sur des sujets encore plus graves et préoccupants que le mien propre m'a beaucoup aidé. Et le dessin, du coup, ça aide pour draguer? Ça a fait rire certaines, mais c'est vraiment... Et on jouit d'abord par l'oreille. Ah bon? C'est beau, ça, c'est beau. Je le note. C'est Lucchini qui dit tout le temps ça. Alors, on apprend des tas de choses dans cette émission. Effectivement, le physique n'était pas là, mais l'acné était prépondérant. Donc c'est à partir de 16 ans que j'ai pu les faire rire aussi. Donc ça aide à bon entendeur.
Ouais. Salut, et surtout on apprend donc des tas de choses sur vous dans cette exposition au musée Mayol à Paris. Philippe, je ne vous présente pas votre compatriote Alex Vizorek, notre expert qui nous emmène aujourd'hui au musée Picasso de Paris à l'occasion d'une grande exposition qui est consacrée au peintre américain Philip Guston. Philip Guston, l'ironie de l'histoire, vous n'avez pas les bases, c'est le Visor expert. Et aujourd'hui, on se rend au musée Picasso. L'exposition, c'est celle de Philip Guston. Peintre américain né en 1913, il traite notamment de sujets sociaux. L'affiche de l'exposition, de studio, est vue par certains comme une critique du racisme aux États-Unis et par d'autres comme un mauvais choix de déguisement pour Halloween. Il a également une face très minimaliste. Ce tableau-ci, qui n'a pas de titre, mais qui aurait pu s'appeler « Zut, j'ai oublié mon compas ». Ou celui-ci. À mon avis, il y a des jours où Guston bossait moins que d'autres, quand même. Mais le style qui l'a rendu célèbre, c'est celui-ci, un peu cartoonesque, un peu glauque. Ce tableau, Room, c'est une chambre, oui, mais il y a du sang et il y a des morceaux de corps partout. Alors, si c'est une chambre, c'est celle de Jeffrey Dahmer. Couple in Bed, un tableau très peu réaliste, puisque comment une femme pourrait-elle être en couple avec quelqu'un qui ne retire pas ses chaussures avant de se mettre au lit? Ou enfin celui-là, qui nous prouve que Guston était un homme comme les autres, puisque c'est sûr qu'il a dit à sa femme « T'inquiète chérie, le meuble Ikea, je te le montre sans notice ». Allez donc voir Philip Guston au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Guston, you're very funky son. L'ironie de Philip Guston, vous irez? Alors oui, il m'a donné envie d'aller. Mais il est formidable pour ça, Alex. Oui, Parce absolument. que chaque semaine, c'est vrai qu'il nous fait découvrir et il nous donne les bases Absolument. pour comprendre des artistes. Il est extrêmement doué et c'est un passionné d'art lui aussi. Et donc, il m'a donné déjà 2 envies, c'est d'aller voir Philip Guston et d'aller voir le spectacle d'Alec Vizorek. Évidemment.